Bonsoir à tous. Ce soir, l'Institut de formation politique est heureux de recevoir un entrepreneur engagé, Olivier Piacentini. Entrepreneur parce qu'il a fondé en 2001 un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. Et engagé parce qu'il est aussi un essayiste prolixe. Depuis 2016, Olivier Piacentini a publié 5 ouvrages, dont Le dossier noir du socialisme français, OPA sur l'Élysée, le vrai bilan d'Emmanuel Macron, ou encore, en fin d'année dernière, Le mirage mondialiste. Dans ce dernier ouvrage, qu'il nous présente ce soir, il dévoile secteur par secteur ce qu'il considère être, je le cite, des méthodes de formatage et d'asservissement des populations, alors que nous, peuples européens, croyons encore être dans des systèmes démocratiques où règne le souverainisme populaire. Défendre concrètement nos libertés, c'est l'un des objectifs de l'Institut de formation politique, où plus de 500 jeunes se retrouvent tout au long de l'année à l'occasion de week-ends de formation. Ainsi, si vous avez entre 16 et 30 ans, nous vous invitons à postuler à la prochaine session de formation en cliquant sur le lien en commentaire. En plus d'une formation intellectuelle et pratique, vous rencontrerez d'autres jeunes engagés au service de la France. Sans plus attendre, je vous propose de décrypter avec Olivier Piacentini l'idéologie mondialiste. Et à la fin de son intervention, il répondra à toutes les questions que vous aurez posées dans la zone de commentaires. Très belle conférence à tous. Cher Olivier, je vous laisse la parole. Merci Benoît. Bonsoir à tous, donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je viens vous parler en fait du dernier ouvrage que j'ai fait publier il y a quelques mois aux éditions de Paris qui s'appelle Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion. Alors cet ouvrage, c'est le pendant d'un premier ouvrage que j'avais écrit sur les thématiques de mondialisation, un ouvrage que j'avais publié en 2018 et qui s'appelait La mondialisation totalitaire. Alors la mondialisation totalitaire abordait les problématiques liées à la mondialisation du point de vue essentiellement géostratégique et économique. Ce nouvel ouvrage est tout à fait différent. C'est un ouvrage qui aborde en fait ces questions-là, mais plutôt d'un point de vue sociologique et culturel. Pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé tout simplement que la mondialisation et le mondialisme ne s'imposent pas simplement par un rouleau compresseur économique et politique, mais également par énormément de facteurs culturels et sociaux et sociologiques qui s'insinuent, je dirais, dans les esprits, se distillent dans nos quotidiens et finissent par avoir une très grande influence sur nos modes de vie et nos modes de pensée. Et donc j'ai conçu ce livre comme une forme de miroir de nos vies. J'ai voulu que ce livre, en fait, nous fasse découvrir comment est-ce qu'on nous amène à penser les choses, à penser le monde et à penser nos vies d'une telle manière, étant entendu que j'ai constaté, entre les générations anciennes que j'ai connues dans mon enfance et les générations actuelles, une très grande évolution des mentalités, et une évolution aussi rapide n'a pas pu se produire de façon totalement spontanée. Il ne faut pas oublier que par rapport à ce que pouvaient être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous sommes des générations qui sommes exposées, comme aucune autre, à, je dirais, des écrans, à des médias, télé, internet, smartphone et autres. Nous sommes à un degré d'exposition qui est inconnu de toutes les générations passées, et cela n'est pas sans conséquence sur nos vies et nos modes de pensée. Et puis j'ai voulu répondre à un manque que j'ai constaté dans la littérature sur tout ce qui touche au mondialisme. Comment cette idéologie arrive à s'imposer dans les esprits à travers une propagande, la propagande qui en est faite dans les médias, dans l'information, mais surtout avec un autre vecteur qui est très peu abordé, le divertissement, dans tous ses aspects. Musique, cinéma, séries télé, télé-réalité, le foot, les jeux vidéo. Tout ceci porte systématiquement la même idéologie qui est distillée, mais sans que beaucoup de gens le perçoivent, parce que justement c'est véhiculé à travers des moments de la vie où
On n'est pas là justement pour réfléchir ou pour penser. Et ça a une influence, à mon avis, très importante, mais qui est pratiquement jamais abordée par les intellectuels qui se penchent sur ces questions-là. Et ceci d'autant plus que le mondialisme est une idéologie, mais une idéologie qui, contrairement aux précédentes idéologies, qu'il s'agisse du libéralisme, du socialisme, du communisme, du fascisme, avance masqué. Et il avance masqué parce qu'il se cache derrière ce qu'on appelle la mondialisation. Mondialisation, mondialisme, ce sont deux concepts qui ne recoupent pas les mêmes données. La mondialisation, c'est un fait. La mondialisation, personne ne peut y échapper. La mondialisation, c'est tout simplement une évolution des techniques de communication et de transport qui fait que nous pouvons communiquer et nous déplacer de façon beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous pouvons avoir des contacts et des déplacements très rapides d'un point à l'autre du globe. Et des contacts à tout moment avec n'importe qui réside aux antipodes. Et ça, c'est une nouveauté, effectivement, qui date, je dirais, qui a commencé véritablement à partir de la Deuxième Guerre mondiale et qui, évidemment, aujourd'hui, avec Internet, est démultipliée. Le mondialisme, c'est tout à fait autre chose. Le mondialisme, c'est une idéologie bien précise qui vise à supprimer les frontières et à unifier les peuples en un seul, un peuple unifié qui dépendrait d'une gouvernance mondiale. Alors, c'est pas nouveau comme idéologie. Le mondialisme n'est pas né avec la mondialisation. C'est une très vieille idée qu'on peut retrouver évidemment dans le fameux épisode de la Tour de Babel, épisode biblique, mais qui, à intervalles réguliers, est réapparu dans l'histoire de la pensée, en particulier avec Diogène le Cynique dans la Grèce antique, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et puis après avec Thomas More à la Renaissance, son fameux livre Utopia, et puis chez divers penseurs des Lumières qui pensaient tous que nous allions arriver vers un monde, je dirais, unifié, sous le droit international, comme pensait par exemple Hegel. Et puis il y a un penseur dont on parle très peu de cette période, qui s'appelait Monseigneur de Boisgelin, et qui avait parlé, lui, d'un monde unifié, de peuples unis dans un climat de paix universelle, grâce aux échanges commerciaux. Donc vous voyez que Monseigneur de Boisgelin, il y a plus de 200 ans, avait déjà défini les contours du mondialisme, bien avant que la mondialisation, je dirais, ne s'impose dans nos vies. Le mondialisme se cache. Personne ne vous dit, moi je me présente sous la bannière du mondialisme. Et surtout, les hommes politiques. Il n'est en réalité porté que par la franc-maçonnerie, mais donc de façon plus ou moins secrète, et par une partie de l'extrême gauche qui, je dirais, l'évoque de façon totalement décomplexée, sauf que c'est un courant, bien entendu, très minoritaire, et qu'en plus, ce n'est pas toute l'extrême gauche qui pense comme cela. Le mondialisme se cache pour deux raisons. D'abord, il est impopulaire, parce qu'il est bien évident que les gens, malgré tout, restent encore attachés à, je dirais, leur souveraineté et leur identité nationale. Il avance masqué et en plus il avance de façon non pas argumentée mais imposée par toute une série d'antiennes dans les médias ou alors, comme on va le voir, de façon subliminale à travers tout ce qu'on nous présente, à travers l'information mais également le divertissement, les films et autres. Et il insinue qu'il est inéluctable, qu'il est le pendant de la mondialisation. Et donc on retombe sur la fameuse phrase de Mme Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Mondialisation produit nécessairement du mondialisme. Or, de mon point de vue, non seulement ce n'est pas lié, mais ça pourrait même être totalement dichotomique. La mondialisation pourrait s'accompagner au contraire de revendications identitaires et de demandes de souveraineté accrues par un simple besoin d'autonomie et de différenciation des peuples qui, je dirais, raisonneraient un petit peu comme des individus autonomes, c'est-à-dire confrontés à la pluralité du monde, plongés dans un monde totalement ouvert. Chaque peuple aurait besoin d'affirmer son identité et
de recouvrer, je dirais, sa souveraineté. Et d'ailleurs, la preuve, selon moi, que mondialisation et mondialisme ne sont pas liés, c'est l'irruption du populisme depuis quelques années dans le monde politique, mais également dans le monde de la pensée, dans le monde culturel et dans le monde intellectuel. Le populisme, depuis 5 à 6 ans, émerge de partout dans le monde. Il monte de façon impressionnante. Vous le voyez bien entendu en Europe, on l'a vu bien entendu en Italie, on l'a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, aux États-Unis avec le Trumpisme, mais également hors du monde occidental, au Brésil avec Bolsonaro, en Inde avec Narendra Modi, et puis également en Turquie avec Erdogan, où on peut assimiler, je dirais, cette réappropriation, je dirais, d'un islam ottoman comme un avatar oriental du populisme. Et ce populisme monte partout, alors qu'il fait face, vous le constaterez, à un véritable rouleau compresseur mondialiste à travers tous les médias, l'information, le divertissement mainstream. Tout cela porte le mondialisme à bout de bras. Pourquoi ? Eh bien parce que les fameux médias, comme les unités de production du divertissement, que sont Hollywood, les productions de séries télé, les grands labels musicaux, appartiennent tous à la classe sociale qui porte le mondialisme à bout de bras. Cette classe sociale, c'est celle qu'on a appelée la superclasse mondiale. Pourquoi ? Parce que le mondialisme est l'arme idéologique qui correspond parfaitement aux intérêts de cette superclasse mondiale qui est composée des grandes banques, des multinationales et, depuis quelques années, des GAFAM. Le mondialisme est bien moins porté par le monde politique. Le monde politique, dans nos pays, le porte, un certain nombre de partis, mais il le porte en catimini. Le monde économique le porte, lui, de façon totalement ouverte et décomplexée. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette idéologie, le mondialisme, est parfaitement conforme à ses intérêts. Quel est en effet l'intérêt des multinationales ? L'intérêt des multinationales, c'est tout simplement que le même produit qu'elles vont fabriquer puisse se vendre partout dans le monde en quantité gigantesque, à des millions ou des dizaines de millions d'exemplaires, sans avoir à subir les droits de douane, mais également toute la diversité, les myriades de réglementations nationales qui à chaque fois nécessitent des adaptations ou des contournements, sans aussi également la diversité culturelle qui fait que, par exemple, l'emballage d'une certaine couleur va plaire ici, et puis dans l'autre côté de la frontière, eh bien, ça ne correspond plus aux mentalités. Ce sera rejeté. Donc l'idéal serait bien entendu d'avoir à la fois un monde unifié où il n'y ait plus de frontières, plus de barrières, plus de réglementation nationale, et puis un peuple unifié qui va raisonner et qui va appréhender les choses un petit peu de la même manière. La diversité culturelle, le pluralisme des nations et des États coûte cher en termes d'obligations et de nécessité d'adaptation aux multinationales. Ces multinationales, elles se sont considérablement enrichies depuis 30, 40, 50 ans. Moi, je dirais en particulier depuis le début des années 90. Pourquoi ? Parce que jusqu'avant, la mondialisation n'était que partielle, puisque le monde était séparé en deux, entre le bloc communiste, les pays de l'Est, et le monde libre. Et il y avait un très grand hermétisme qui séparait quand même deux blocs, avec un bloc, je dirais, marxiste, qui rassemblait la Chine, l'Union soviétique, l'Europe de l'Est, un certain nombre de pays, à la fois en Amérique latine, en Afrique, en Asie. C'était à peu près la moitié de la population mondiale qui ne pouvait pas être sous l'influence de ce mondialisme, qui vivait dans sa sphère à elle. Et à partir de 1990, l'effondrement du bloc communiste a fait exploser cette frontière, l'hermétisme de cette frontière, et a fait rentrer tout le monde, je dirais, dans l'ère de l'ouverture. Et à l'époque, il y avait eu le fameux livre de Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui prédisait, je dirais,
l'avènement de la démocratie libérale à travers le monde grâce aux échanges commerciaux, grâce au développement du confort, du bien-être à travers le monde, grâce au capitalisme occidental. Donc vous voyez, Fukuyama a réemprunté à Monseigneur de Boisgelin pour imaginer le monde de demain. Voilà. Au-delà donc de cette ouverture du monde, l'enrichissement de cette superclasse mondiale et de ces grandes entreprises a été lié à une ouverture immédiate des frontières qui a été, je dirais, actée par le fameux cycle de négociations commerciales du GATT que l'on a appelé l'Uruguay Round, qui a immédiatement suivi l'implosion du bloc de l'Est. L'OMC a donc été créé avec un abaissement considérable des barrières douanières à travers le monde. Et là, les multinationales ont eu un terrain de jeu à leur disposition qui était d'échelle mondiale et qui leur a permis véritablement de déployer leur puissance de feu et de s'enrichir considérablement. Au même moment, la dérégulation financière, c'est-à-dire en fait la libération complète de toutes les réglementations imposées par les États en termes d'encadrement du crédit, monétaire, etc., ont disparu et toute la sphère bancaire a pu véritablement s'enrichir à travers d'abord le déplacement des capitaux, puisque là aussi les frontières se sont ouvertes aux capitaux, et puis le déploiement de nouveaux produits qui étaient beaucoup plus spéculatifs et beaucoup moins encadrés. Donc, depuis des années, les entreprises s'enrichissent. Et elles s'enrichissent d'autant plus qu'elles se concentrent. Elles se concentrent parce qu'elles vendent maintenant à l'échelle mondiale. Prenez un fait récent d'actualité. Il y a 3 ans, nous avons assisté à la fusion de Peugeot avec Opel. Donc 2 géants de l'automobile, qu'on considérait depuis des décennies comme des géants de l'automobile européen, ont fusionné. Eh bien, tout récemment, ces 2 géants ont fusionné avec un autre géant qui s'appelle Fiat, qui lui-même avait fusionné avec Chrysler. Donc rendez-vous compte, à travers ce groupe qui naît, vous avez les marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, et j'en passe très probablement, qui sont réunis. N'importe qui de ma génération vous dirait qu'il y a 30 ou 35 ans, il y avait une quinzaine de marques indépendantes. Aujourd'hui, vous avez le même groupe. Et dans le secteur automobile, vous voyez, c'est aujourd'hui une dizaine de groupes, pas plus, qui concentrent l'essentiel de la production mondiale. Ce qu'on voit au niveau de l'économie, de l'automobile, vous le retrouvez dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'aéronautique, en fait, dans le secteur de l'industrie, dans tous les secteurs en réalité. Et cette concentration crée des oligopoles d'échelon mondial. Ces oligopoles remettent complètement en question la notion de concurrence libre et non faussée qui est la base du capitalisme tel qu'on l'a connu pendant 150 ans, et un économiste comme John Kellen Galbraith expliquait que quand il y avait une concentration excessive, il y avait une très grande influence sur le marché, sur la conception, sur la distribution, mais aussi sur les marchés de consommateurs qui étaient très influencés, et on n'était plus dans un système véritablement d'échange entre le consommateur et le producteur, et on n'était plus dans un système de concurrence véritablement optimal dans le cadre d'une société capitaliste traditionnelle, on va dire. Aujourd'hui, les richesses cumulées par certaines entreprises dépassent celles des États. La capitalisation boursière d'Amazon dépasse le PIB de la Suisse. La capitalisation boursière d'Apple dépasse le PIB de la Belgique. Donc vous voyez, avec quelques centaines de milliers de salariés, ces entreprises cumulent des richesses qui sont comparables à des pays importants qui font partie des puissances importantes du monde occidental. Et pendant que ces entreprises ne cessent de s'enrichir, ne cessent d'accumuler les profits, les États, eux, ont commencé à s'endetter à partir des années 70 et le mouvement s'amplifie, c'est-à-dire que les États, eux, s'appauvrissent.
Pourquoi est-ce qu'ils s'endettent? Tout simplement parce que la mondialisation a largement favorisé les délocalisations, puisque le monde est ouvert, on va chercher le coût du travail et les réglementations les moins lourdes, et on va les trouver où? Dans le tiers-monde, en Asie, en Chine bien entendu, mais aussi en Inde, aussi au Brésil, en Turquie, au Pakistan, en Indonésie, et que sais-je encore. Donc, pendant que les multinationales s'enrichissent, les États s'endettent, et ils s'endettent auprès de qui? Ils s'endettent auprès des multinationales et des banques, qui leur fournissent l'argent dont elles ont besoin pour boucler leur budget, des budgets qui sont alourdis par la nécessité de pallier aux dégâts de ces fameuses délocalisations, c'est-à-dire la désindustrialisation et le chômage de masse, qui sont un phénomène relativement récent dans nos contrées. Ça date véritablement des années 80 que ça a commencé vraiment à devenir massif. Alors, les États s'appauvrissent, s'endettent, les multinationales s'enrichissent. Est-ce qu'il y a besoin d'être complotiste pour voir que les entreprises et les banques vont tout faire pour arracher de plus en plus de pouvoir aux États? Est-ce qu'il y a besoin d'imaginer des complots ou de penser à des choses occultes? Non, ce sont les lois, je dirais, de l'humanité, ce sont les lois de la vie, ce sont les lois de l'économie. Les plus forts essayent de s'imposer face aux plus faibles. Et derrière ce renversement progressif du rapport de force, à la fin des années 90, vous aviez un économiste très en cours qui s'appelait Pisani-Ferry, qui avait émis un rapport qui concluait que les États étaient voués à l'obsolescence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables de traiter les grands problèmes actuels qui étaient, selon lui, de niveau mondial. Ces problèmes, c'était l'immigration, la santé, la faim dans le monde, la criminalité internationale, l'environnement, le réchauffement climatique, etc., etc. Alors, une fois qu'on a posé le tableau, peut-être qu'on va comprendre pourquoi on assiste à des choses qui sont de plus en plus étranges depuis. Je vais vous citer quelques exemples. Vous vous rappelez tous de la fameuse crise des subprimes, c'est-à-dire l'écroulement de la finance totalement dérégulée, la spéculation folle qui a conduit à un krach dans les années 2007-2008. Donc la finance s'écroule, les banques sont en danger de mort et risquent la faillite, ce qui évidemment créerait de très gros problèmes pour l'économie en général. Qu'ont fait les États, les principaux États, la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, etc. Ils se sont endettés pour sauver les banques en faillite. Et donc, on aurait pu croire à ce moment-là que, vu que c'est la dérégulation financière qui a créé un problème majeur, un risque majeur pour l'ensemble de l'économie, qui a nécessité l'intervention des États, donc des contribuables pour les sauver, on aurait pu penser qu'elle ne se serait pas interdit de leur imposer une régulation, avoir un œil beaucoup plus, je dirais, sérieux, beaucoup plus pesant sur leurs activités, mettre des réglementations et des barrières à tout ce qu'elles faisaient, qui était vraiment une spéculation de haut vol, qui pouvait finir par mettre le monde entier en ruine. Eh bien, les grands États ne l'ont pas fait. Elles ont laissé la finance poursuivre, le monde de la finance poursuivre ses folies, et c'est le monde de la finance qui a dit qu'il allait lui-même s'autoréguler à travers un processus interne qui s'appelle le processus de Bâle, qui n'a accouché que de petites réformettes et de petites concessions, simplement d'ailleurs à but cosmétique pour sauver son image. Donc, les États viennent au secours des banques qui mettent l'économie du monde entier en difficulté, mais elles ne parviennent pas à imposer, je dirais, une régulation qui mettrait fin à la folie spéculative. Et d'ailleurs, très vite, autre phénomène incroyable, ce sont ces fameuses banques qui ont attaqué les dettes souveraines des États qui s'étaient surendettés pour les sauver. Donc on a vu 2-3 ans après, un petit peu, je dirais, le scorpion piquer la grenouille sur le dos duquel elle était montée pour traverser la tempête. Autre événement d'actualité, en 2016, la Commission européenne et le Parlement européen, qui sont pourtant des émanations de la souveraineté populaire, nous dit-on, donc qui devraient défendre les intérêts
des populations et des peuples qui les ont élus. Eh bien, ils ont adopté une directive qui s'appelle la directive BRRD, qui est une directive qui permet désormais aux banques, dans le cadre d'un processus de sauvegarde qu'elles déclencheraient, en cas de difficulté, de puiser dans l'épargne de leurs clients pour renflouer leur situation financière en péril. C'est-à-dire les banques peuvent désormais s'accaparer de l'épargne des clients au-delà d'une somme de 100 000 euros de dépôt. Pour se sauver, il suffit de déclarer un processus de sauvegarde. Et donc, cette directive, elle a été adoptée en Commission européenne, votée par le Parlement européen et adoptée par les parlements nationaux, par exemple le Parlement français, qui l'a votée en août 2017, 3 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Alors expliquez-moi, par quel hasard, comment se fait-il que, je dirais, des élus du peuple ont préféré les intérêts des grandes banques plutôt que les intérêts des populations qui les élisent? C'est curieux. Vous avez encore autre chose. Les fameux traités TAFTA, Euro-Mercosur, CETA, traité de libre-échange, qui ont été, je dirais, négociés par la Commission européenne et suivis par le Banc européen, eh bien, prévoyaient d'instaurer des tribunaux d'arbitrage où les multinationales peuvent attaquer les États si elles estiment que leurs intérêts commerciaux sont lésés. Ça veut dire que les lois des États, tout ce qui pourrait faire entrave au déploiement du commerce des entreprises, peut être attaqué et remis en cause par ces tribunaux d'arbitrage saisis par les multinationales. Et là encore, ce sont les élus qui ont voté ce type de loi. C'est quand même étonnant. Alors pourquoi tout cela? Tout simplement parce que les États sont surendettés, ils sont en déficit chronique, la plupart des États, pas tous, mais une grande partie des États occidentaux sont en déficit chronique. Ils ont donc besoin, pour combler ce déficit, de financement permanent, et ce sont les banques et la sphère financière qui leur apportent ces subsides. Sans cela, privés de cela, eh bien, nous serions en faillite immédiate. Nous ne pourrions pas, je dirais, couvrir les trous que font les États, et donc il y aurait des risques sur le paiement des fonctionnaires, le paiement des aides sociales, des retraites, etc. Les conditions de refinancement des États, qui ne remboursent jamais la dette, qui en fait prennent de nouvelles dettes pour rembourser les dettes arrivées à échéance, font peser sur ces États une épée de Damoclès permanente que le monde de la finance peut faire tomber sur eux à tout moment. Et donc, les États sont sous la pression permanente du monde de la finance qui dicte sa loi. Et on le voit. Vous savez, Steve Jobs, donc le fameux patron d'Apple, une certaine année, je ne sais plus, c'était en 2005 ou 2006, il s'était gaussé parce qu'il disposait d'une trésorerie supérieure à celle de l'État fédéral américain. Et vous voyez, tout récemment, Twitter, la société Twitter, qui s'est permis de censurer le président des États-Unis en exercice. Alors certes, il ne lui restait plus, je crois, que 3 ou 4 jours à la Maison-Blanche, mais enfin, la symbolique est quand même éclatante. C'est véritablement vouloir marquer le coup, montrer qu'aujourd'hui, ce sont ces multinationales, ce sont ces personnes-là, ce sont ces entreprises-là qui aujourd'hui disposent d'un pouvoir et peuvent outrepasser la puissance des États et les règles des États et des chefs d'État, y compris des plus importants du monde, comme l'était Donald Trump. Les multinationales et les banques ont donc aujourd'hui les clés de la puissance. Et elles s'en servent pour faire plier les États à leurs intérêts. Rien de bien étonnant, pas besoin d'être un complotiste compulsif pour constater ce qui se passe et imaginer, en fait, sur quel ressort le rapport de force s'appuie et jusqu'à quelle logique cela peut aboutir. Il faut savoir que la plupart des médias d'information appartiennent à la superclasse mondiale. Bon. Vous le savez, en France, il y avait eu même un rapport, je dirais, de Reporters sans frontières qui avait classé la France 45e en termes de liberté de la presse, en expliquant qu'il y avait 9 groupes industriels ou financiers qui détenaient l'essentiel des médias et qui s'en servaient comme d'un outil d'influence au service de leurs intérêts. Donc c'est pas moi qui le dis ou qui imagine des complots, c'est Reporters sans frontières qui constate un état de fait, une très forte concentration qui revient à faire peser
je dirais, sur l'information, un poids qui, je dirais, nuit à la transparence et à l'objectivité de l'information. Et puis appartiennent également à cette superclasse mondiale tous les grands vecteurs de divertissement, production de films, production musicale, production télévisuelle, radiophonique, etc. Et donc, tous ces outils servent à faire passer dans les esprits le système mondialiste. Et je vais essayer de vous montrer à travers quelques exemples comment est-ce qu'on nous fait passer, on nous fait avaler, je dirais, certaines vérités comme étant des choses absolument incontournables, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Le système mondialiste, en termes économiques, il se déploie autour de 3 données essentielles. D'abord, le libre-échangisme. Bon, c'est le libre-échangisme qui rend les délocalisations rentables. S'il n'y avait pas le libre-échangisme, s'il y avait les barrières douanières comme elles étaient il y a 50 ou 60 ans, je dirais, les importations qui viendraient de Chine, par exemple, ne seraient pas forcément rentables. Les marges dégagées par les délocalisations seraient rognées par les taxes et les barrières douanières, et donc tout ce système-là tomberait à l'eau, n'aurait plus d'intérêt. Eh bien, observez, chaque fois qu'on évoque l'idée de mettre des barrières douanières, un petit peu des protections contre ce que moi j'appelle la concurrence déloyale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah mais oui, mais si on fait ça, c'est le retour à l'âge de pierre. Ça, c'est l'économie de papa. Aujourd'hui, la richesse, elle vient des échanges. Si on arrête ça, tout va s'écrouler, tout notre système va s'écrouler. Et je me rappelle une année que Macron avait répondu à un industriel qui lui disait mais il faudrait peut-être mettre des barrières douanières par exemple sur tel ou tel type de produit parce que les Chinois nous font une concurrence déloyale. Elle a dit mais si on fait ça, nos producteurs de lait qui vendent en Chine vont pouvoir aller se brosser. C'est ce qu'il avait répondu, hein. C'est les termes qu'il avait lui-même utilisés. Mais vous savez, toute décision économique qu'on prend, quelle qu'elle soit, elle a son côté positif, et quand on la prend, on espère que c'est ce côté-là qui va l'emporter, mais elle a aussi un côté négatif, elle a toujours un revers de la médaille. Donc, c'est facile de trouver que telle ou telle mesure protectionniste va forcément produire des effets négatifs. Forcément, il y a toujours une contrepartie. Reste qu'il faudrait, de mon point de vue, plutôt que d'exciter, de brandir des peurs, comme l'avait fait Macron, mais comme le font pratiquement tous les économistes que vous voyez sur les plateaux télé, il faudrait peut-être faire un audit général de la situation pour voir là où il serait possible de se protéger. C'est exactement ce qu'avait fait Donald Trump. Donald Trump avait pratiqué ainsi, dans le cadre de la guerre économique avec la Chine en particulier, sur tout ce qui concernait l'acier. Bon. Et puis, il se trouve que ça a eu des résultats très importants. Il se trouve qu'un certain nombre d'entreprises américaines qui étaient en passe de délocaliser ne l'ont pas fait. Elles ont préféré rester sur le territoire national. Dans le même temps, vous aviez Apple qui, en général, implantait ses unités de production en Asie, qui avait commencé à en monter aux États-Unis. Un producteur chinois de composants électroniques comme Foxconn avait commencé à implanter une usine aux États-Unis. Parce que, justement, les barrières douanières que Trump avait installées lui faisaient préférer une installation directe aux États-Unis. Ça lui revenait moins cher. Et alors évidemment, vous avez dit, Trump veut nous faire fermer les frontières, on ne pourra plus sortir, on ne pourra plus acheter. Non, c'était ciblé. Il est bien évident que personne ne veut revenir à l'autarcie ou à des systèmes qui freinent le développement des échanges. Mais à un moment donné, quand l'échange est trop défavorable dans trop de domaines à son pays, il me semble qu'il convient d'engager un rapport de force avec le pays qui provoque, je dirais, cette concurrence déloyale, et je dirais de défendre vraiment ses intérêts. C'est ce qu'avait fait Trump. Il a été dénigré dans tous les médias, vous l'avez constaté, et pourtant, dès qu'il a appliqué sa politique, il y a eu des résultats considérables en termes de réindustrialisation, en termes de croissance, puisque l'année 2018 a vu aux États-Unis une croissance de 4%, c'était inconnu depuis la fameuse période des 30 Glorieuses. Et puis, il y avait eu une très forte hausse des salaires, le double de l'augmentation des salaires sur les 2 premières années du mandat de Donald Trump par rapport aux 2 dernières années du mandat d'Obama, tout simplement parce que
quand vous recréez de l'emploi et du travail, eh bien, vous avez très vite une pénurie de main-d'œuvre qui fait monter les salaires. Bien. Le deuxième dogme économique indépassable du système mondialisme, c'est la déflation, c'est-à-dire la recherche de la réduction des coûts pour le plus grand nombre. Et cette déflation, on nous l'explique toujours de la même manière, elle est censée profiter aux consommateurs. C'est ce qu'on vous dit toujours. Et soit que l'on parle d'augmenter les salaires, ou alors qu'on parle évidemment de mettre des barrières douanières, on vous dit toujours « Ah mais le consommateur va y perdre ». C'est l'un des arguments clés. C'est ce qu'avait dit une année Rodrigo Grato, qui était président du FMI, à Routel Krief, qui l'interrogeait. Bon, le consommateur, c'est la clé de voûte du système mondialiste. Pourquoi? Parce que depuis que l'on a délocalisé en masse dans un pays comme la Chine, 1,5 milliard d'habitants, le travailleur, il est pléthorique. Puis il est corvéable à souhait. Depuis qu'on a ouvert les frontières à l'immigration, la main-d'œuvre, on peut la trouver partout et pas chère. Et en plus, la main-d'œuvre aujourd'hui est remplaçable par les robots. Donc, le travailleur, dans ce rapport entre l'offre et la demande, ne vaut plus rien. Par contre, le consommateur solvable que l'on va trouver en Occident, eh bien, lui, on a intérêt à le choyer parce que c'est lui qui doit absorber ces quantités gigantesques de produits qui nous viennent de Chine ou d'Asie ou des pays émergents. Et c'est là que réside, en partie, ce que j'appelle le mirage mondialiste. Parce qu'en servant, comme on le sert, le consommateur, en baissant toujours les coûts, en lui permettant d'acheter toujours plus avec toujours moins, eh bien, on nuit aux intérêts du travailleur. Or, le consommateur, dans un capitalisme normal, eh ben, c'est avant tout un travailleur, parce qu'il trouve les fruits, il trouve dans les fruits de son travail la capacité à consommer. Là, on a coupé le lien entre le travail et le revenu. On remplace les revenus perdus des travailleurs par de la dette, donc par tout un système qui repose en réalité sur une hypothèque sur l'avenir, sur quelque chose qui n'est pas sûr, sur quelque chose qui n'est pas de l'argent réel, mais de l'argent anticipé et avancé. Et donc on fait reposer tout le système sur du vent, à la fois en termes de valeur, qui fait que aujourd'hui on ne vit plus des fruits de son travail, c'est ce que tout le système nous dit, et également en termes, je dirais, de solidité économique, tout simplement parce que on vit sur de l'argent qui est, entre guillemets, fabriqué, c'est de la fausse monnaie. Bien. Troisième dogme du système mondialiste, la dérégulation financière, qui permet de réaliser des marges considérables, je dirais de cloner l'argent. Cloner l'argent en maîtrisant en fait tous les risques considérables d'une spéculation de plus en plus folle et de plus en plus complexe avec des produits de plus en plus sophistiqués. Et peu à peu, la finance, à travers ces activités spéculatives de haut vol, se détache de l'économie réelle avec les produits dérivés, avec le rachat d'actions de leurs propres actions par les entreprises, avec les LBO, avec les fusions-acquisitions, on crée de l'argent avec de l'argent, et des marges considérables. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, les capitaux, qui, suivant la vaine formule de grand-mère, l'argent va à l'argent, les capitaux vont là où ça rapporte, c'est-à-dire dans l'économie financière, et non plus dans une économie réelle, où là, je dirais, les bénéfices sont incertains, ils sont décalés dans le temps, sur le long terme, il y a des risques, il faut manager des employés, il y a beaucoup plus d'efforts à fournir qu'avec l'économie financière. Donc, on nous explique que l'économie financière est un moyen de pallier aux délocalisations et, je dirais, à la fuite de l'économie réelle sous d'autres cieux, et que ça va créer un ruissellement, c'est-à-dire que de cette sphère financière qui gagne de l'argent, eh bien, ça va se répartir dans la société. Là aussi, il y a une supercherie, puisque vous savez très bien que la plupart des grands groupes qui travaillent dans le monde de la finance essayent d'échapper, ou essayent de, je dirais, de boucher les fuites du ruissellement à travers, je dirais, les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Donc, vous l'aurez compris, il y a d'un côté la déflation qui est un dogme qui est imposé par le mondialisme, mais essentiellement pour le commun des mortels. Et par contre, pour la sphère financière, pour les multinationales, pour tous ceux qui détiennent les actifs, là il y a une surinflation, c'est-à-dire qu'il y a une montée permanente du cours des bourses, vous le constatez, tout simplement parce que
toute l'épargne est drainée systématiquement vers la spéculation financière qui rapporte plus. Et on le voit particulièrement et d'une manière très cruelle dans cette période de Covid, où vous voyez l'économie réelle dans nos pays qui s'effondre, qui s'écroule, des gens qui ont investi leur argent, qui ont investi leurs efforts dans des affaires qu'ils ont créées, et bien, tous ces gens-là sont sabrés par les mesures sanitaires, leur avenir est incertain, et pendant ce temps, les bourses continuent de flamber, toujours en vertu de cette dérégulation financière à laquelle personne n'a jamais voulu s'attaquer. Donc l'écart est de plus en plus grand. Mais tout ceci ne pourrait pas marcher si le mondialisme n'avait pas décidé de transformer l'être humain, de l'adapter au mondialisme. Il faut créer un citoyen du monde, celui qui va être complètement, je dirais, fondu dans le système que le mondialisme veut nous imposer. Un citoyen du monde déraciné, débarrassé de l'héritage du passé, débarrassé de l'influence de la famille, de son entourage, débarrassé de certaines valeurs qui sont jugées aliénantes, et qui va donc devenir complètement acculturé aux produits, aux messages, aux images, aux divertissements, aux services, aux amusements qui sont proposés par la superclasse mondiale. Il faut que le citoyen du monde se déplace, qu'il voyage, qu'il aille là où on a besoin de lui. Il faut qu'il consomme du produit, non pas n'importe quel type de produit, mais du produit mondialisé. Vous en connaissez, Coca-Cola, McDonald's, etc., etc. C'est le produit mondialisé vers lequel toute la propagande du mondialisme veut le conduire. Ce citoyen du monde, ce citoyen mondialisé, je pourrais vous en citer un exemple. Alors, je ne sais pas si vous regardez la télé, si vous avez vu une pub récente pour la banque Hello Bank. Vous avez un jeune qui est là, alors tout d'un coup il fait des photos, et puis après il va servir dans un restaurant, à un moment donné il est en Thaïlande, et puis après il est dans une rue de Paris, et à la fin du message il dit « Mais vous, est-ce que vous me suivez ?» à travers, je dirais, ce personnage, Hello Bank donc vous présente ce qui est pour lui son idéal de citoyen mondialisé, qui change de métier, qui apparemment n'a pas de famille, pas de racines, n'est attaché nulle part, va là où on lui donne du travail, c'est-à-dire d'un bout du monde à l'autre, et choisit le travail dont il a envie. Il saisit les opportunités, il se sent libre, parce qu'il n'est attaché à rien, il n'est enraciné à rien. L'homme mondialisé se croit libéré, parce qu'il pense qu'il peut s'adonner à toutes ses envies du moment. Mais en réalité, il est simplement l'esclave de la propagande mondialiste, du marketing, de la publicité, qui se glisse partout dans l'information et dans les divertissements. Et tout ceci n'est pas parti de rien, ça partait d'une inspiration de la société qui, au tournant des années 60, avait besoin de se libérer, d'être moins aux prises avec certaines conventions sociales, certaines normes, l'autoritarisme, une certaine verticalité dans la prise de décision. Et j'ai commencé mon livre avec une chanson qui, à mon avis, est particulièrement parlante, celle de Michel Fugain, « Les gentils, les méchants ». Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, je suis plus vieux que vous, hein, elle est sortie au début des années 70. Cette chanson, elle se moquait du gentil de l'époque. C'était l'époque Pompidou, et le gentil de l'époque, mais c'était quoi? C'était le père de famille, sérieux, travailleur, patriote, qui respecte la morale, probablement croyant. Et Michel Fugain se moque de lui. Et par contre, il valorise celui qui est le méchant à l'époque, c'est-à-dire celui qui gaspille son argent, celui qui s'amuse, celui qui fait l'amour quand et avec qui il veut. Bon. Eh bien, cette chanson me paraît particulièrement parlante parce que finalement, le système a bien fini par renverser les valeurs. 30 ans après, le gentil de Michel Fugain, c'est celui qu'on appelle le réac, le complotiste, voilà, alors que le méchant est devenu l'alpha et l'oméga de la société actuelle. C'est celui qui consomme et qui s'amuse, qui se divertit. Les masses sont particulièrement inspirées et influencées par le divertissement populaire, beaucoup plus que par les écrits des intellectuels, n'en déplaise à beaucoup de mes collègues. Et ces masses sont exposées aux écrans, on l'a vu tout à l'heure, comme aucune autre génération ne l'a été auparavant. Et cet homme, donc sous l'emprise des écrans, est appelé à s'accoutumer au mode de vie et de la pensée mondialiste. Le mirage mondialiste propose aux individus une liberté absolue, des opportunités infinies à travers les frontières, l'assouvissement de tous ces désirs, qu'il s'agisse de désirs sexuels, désirs d'enfants, des droits divers et variés, et les États suivent
Et vous le voyez bien à travers toutes les lois, comme le mariage pour tous, l'avortement, etc., etc. Bon. Dans ce monde idéal du mondialisme que vous voyez, et qui se déploie par exemple dans la pub ou dans les films, la plupart des couples aujourd'hui sont des couples mixtes. Il n'y a plus de différence entre les peuples. Ou alors des couples homosexuels. Il n'y a plus de différence entre les sexes. Dans le prochain James Bond, ce sera une femme noire qui va incarner le fameux héros. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que plus personne n'est rien. Plus personne n'est blanc, n'est noir, n'est homme, n'est femme, n'est musulman, chrétien, homosexuel, français, tout ce que vous voulez. Chacun est ce qu'il a envie d'être. Et à travers cela, vous voyez que ça rejoint la fameuse philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre. L'homme écrit sa vie, conçoit sa vie ou forge sa vie comme on écrirait une histoire sur une page blanche. On n'est plus déterminé par rien, on est ce qu'on veut, quand on veut, et la politique et la société actuelle rejoint ce qu'avait préconisé Jean-Paul Sartre pour le plus grand bonheur des multinationales qui, évidemment, fournissent les produits, les services et les divertissements dont les gens ont envie, qui correspondent à leurs envies. Parmi les dogmes absolus du mondialisme, je ne vais pas en parler beaucoup parce que, vous le savez, c'est l'immigration de masse. Elle sert les intérêts de la superclasse en termes économiques parce que, bien entendu, elle fait pression sur les salaires. Mais elle contribue surtout à mélanger les peuples et donc à saper la cohésion des nations. Il faut que les nations ne représentent plus des peuples clairement identifiés, des peuples qui se comprennent. Il faut que les nations se disloquent et ainsi qu'elles perdent leur substance, leur essence, je dirais leur raison d'être. La famille est un enfer. Il y a plein de films qui vous ont montré, présenté l'homme comme un despote pour les femmes, Thelma et Louise, comme d'autres films où vous avez montré, je dirais, les migrants comme véritablement des personnes opprimées qu'il faut absolument accueillir. Je ne vais pas citer Welcome de Philippe Loret, le film allemand Transit, ou Eden à l'Ouest. Dans ce cinéma, les nations et les États-nations sont des despotes. Vous avez les films Conversations secrètes, Clute, on nous espionne, elle nous livre à la violence policière, comme dans le film Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. La démocratie, c'est un théâtre de marionnettes, on le voit par exemple avec JFK ou le film L'Interprète. Et bon, je dirais, il y a véritablement à travers tout le cinéma, les séries télé, Game of Thrones et autres, un véritable dénigrement du rôle de l'État et une remise en cause carrément de la démocratie comme étant un théâtre d'ombre chinoise. Parmi les nouveaux formats qui sont nés avec la mondialisation, le rap s'attaque directement à l'autorité de l'État, mais aussi aux valeurs de la société, la famille, le travail. Le sexe et la pornographie à outrance sapent complètement le socle de la famille traditionnelle. Dans le mondialisme, l'homme idéal du mondialisme, vous le voyez tous les soirs à 19h sur vos écrans, c'est le candidat de télé-réalité. C'est lui que le mondialisme met sur un piédestal. C'est cet individu inculte, paresseux, égotiste, narcissique, compulsif dans sa consommation et dans ses envies. C'est lui l'homme idéal du mondialisme. Et j'en veux pour preuve qu'au Qatar, ils ont créé une émission de télé-réalité. Sauf que le jeune qu'on vous montre, c'est pas le même. C'est un jeune qui fait ses 5 prières. C'est un bon musulman. C'est une femme qui veut être une épouse. Mais qui, en même temps, quand même, ont un ordinateur, font des études. Ils s'adaptent au monde moderne tout en gardant leur, je dirais, tradition. C'est ça, je dirais, le candidat de télé-réalité au Qatar. Dans nos pays à nous, c'est tout à fait autre chose. C'est le dégénéré qui ne cède qu'à ses envies et à ses besoins du moment. Alors, depuis quelques années, vous voyez, les populistes montent, je vous l'ai dit. Pour moi, le populisme est une tendance naturelle de l'être humain dans la mondialisation. Les peuples ont besoin d'indépendance et d'identité. Il y a un bras de fer qui s'est engagé depuis des années, parce qu'au-delà d'une certaine libération des mœurs, que personne finalement ne remet en cause, qui était un besoin, aujourd'hui, on nous impose une doxa mondialiste, on nous impose une doxa progressiste. Et vous le voyez, quand Madame Schiappa demande aux associations homosexuelles de Corse de faire une gay pride alors qu'elle n'en avait pas envie, on nous impose certaines formes de mœurs. Quand un village du fin fond de la France avait décidé de créer un concours
comme on faisait avant de la Rosière, la femme la plus vertueuse. Mais tous les médias, à commencer par Le Point, l'Express et autres, lui sont tombés dessus. Si nous étions libres, nous serions libres d'être vertueux, comme nous sommes libres d'être dépravés. Mais là non, on dirait qu'on veut nous imposer une certaine forme de vie, une certaine forme de pensée très précise. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Les gens commencent bien à se rendre compte qu'on nous impose l'immigration, que ce n'est plus simplement un besoin de tolérance et d'ouverture, c'est quelque chose qu'on nous impose. Et donc, le mondialisme est un mirage, car en fait, il organise une nouvelle forme d'oppression, une nouvelle forme de totalitarisme, et aujourd'hui, et en particulier depuis la crise du Covid, beaucoup de gens s'en aperçoivent. C'est pour ça que le bras de fer est ouvert. La puissance et la force est effectivement toujours du côté des mondialistes, mais aujourd'hui, la prise de conscience est très nette. Les peuples aujourd'hui comprennent qu'il se trame quelque chose dans leur dos, et j'ai une tendance optimiste, je pense que tout ceci ne tardera pas à être renversé. Je vous remercie. Ce sont les questions. Alors, première question. Alors, une question, quelle solution proposez-vous, Fonds Salon-Montier, du mondialisme? Première solution, je pense qu'il faut prendre conscience. Vous savez, Carl Schmitt disait, en politique, il faut identifier l'ennemi. Parce que nous avons un ennemi en face de nous. Le mondialisme est notre ennemi. Et ce mondialisme, ce n'est pas une idée. C'est, je dirais, des groupes de pression et des groupes d'intérêt qui, je dirais, font sa promotion et nous l'imposent en quelque sorte. Donc il faut identifier et les idées, comment les idées sont véhiculées et qui les porte. Et c'est ce que je m'escrime à faire dans l'essentiel de mes livres. Il faut que les gens voient bien que ce mondialisme qui, encore une fois, se cache, eh bien, il faut qu'il soit mis à nu, à la fois les personnes qui le portent et le système qu'il nous impose. Donc je pense que la première des choses, c'est évidemment de comprendre qui est notre ennemi, et la deuxième chose, c'est évidemment de se servir des outils démocratiques qui nous restent, de manière évidemment à écarter tous ceux qui font sa promotion sur les terrains politiques et sont prêts aujourd'hui à défaire nos nations, je dirais, au profit d'une prise de pouvoir des multinationales, au premier rang desquelles, évidemment, vous vous en doutez, je place Emmanuel Macron. J'avais parlé du mondialisme de Macron dans un livre que j'avais écrit il y a 3 ans qui s'appelle OPA sur l'Élysée. Bon, pour moi, il était très clair que Macron ferait tout pour diluer la souveraineté de la France et pour vendre ces outils de souveraineté et ces outils économiques à ceux qui l'ont financé, ceux qui l'ont promu, c'est-à-dire la superclasse mondiale. Donc je crois qu'il faut vraiment se servir de notre bulletin de vote, se défaire de tous ces gens-là et accepter certaines contraintes, ce que nous pouvons encore percevoir comme des contraintes, pour, je dirais, renverser cette idéologie mondialiste qui a des apparences chatoyantes, qui a des apparences de libération, mais aujourd'hui, on s'en rend bien compte, on est sous des régimes de couvre-feu qui sont inconnus dans l'histoire de notre pays. Le mondialisme, c'est une oppression, aujourd'hui. Alors, autre question, qui est à la tête de cette idéologie mondialiste? Alors, je n'en ai pas parlé dans mon exposé, j'en parle dans mon livre. L'idéologie mondialiste, comme je l'ai dit, elle est cachée. Bon. Mais elle s'exprime quand même dans certains cercles, certains milieux. Et il y a un cercle d'influence très important qui a été créé à partir donc des années 50 par M. Rockefeller, un magnat du pétrole américain, et M. Warburg, qui était banquier chez Manhattan Bank, bon, et qui ont créé le cercle de Bilderberg. Bon, le cercle de Bilderberg, c'est un cercle d'influence qui réunit tous les ans quelques centaines de personnes, hein, évidemment, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Clinton, c'est Kissinger, c'est Bill Gates, c'est Jacques Attali, c'est Mario Draghi, Mario Monti, c'est toute une série de grandes personnalités qui ont un très grand pouvoir, et c'est un cercle d'influence qui veut progressivement, je dirais, agir en catimini sur les décisions des États pour les amener à, encore une fois, ce monde débarrassé du poids des États. Alors, évidemment, je vais dire ça, on va me dire que vous êtes complotistes. Alors moi, je vous invite tous à vous mettre sur YouTube et à taper Mourouzi, M-O-U-R-O-U-S-I, Bilderberg. Mourouzi, c'était un très grand journaliste qui, dans les années 70 et 80, présentait le journal de 13 heures. Et lui avait fait un reportage
en 1977 sur une réunion du cercle Bilderberg à Torquay, en Angleterre. Vous avez la vidéo de ce reportage sur Internet, YouTube Mourouzi Bilderberg, et vous verrez qu'à l'époque, eh bien, même dans les chaînes principales de la télé française, il y en avait que 3, TF1, eh bien, on en parlait et on évoquait l'influence occulte de, je dirais, ces organisations. Depuis, il n'y a jamais plus eu un reportage là-dessus, eh bien, j'y vois tout simplement le signe, non pas que cette influence ait disparu, mais au contraire, qu'elle se soit étendue et que, bien entendu, les journalistes de la télé française et de la télé nationale, comme des principales chaînes privées, s'interdisent de parler de ça, tout simplement parce que ce sont eux, finalement, qui font leur programme. Alors, quelles sont les motivations profondes des gens qui veulent supprimer les États? Alors, pour moi, les motivations sont de deux ordres. Hein. Je vous l'ai expliqué à travers mon exposé, il y a très clairement des intérêts économiques qui les poussent à cela, puisque la plupart des gens qui font la promotion de la disparition des États, ben, ce sont des multinationales. Et je vous expliquais à travers l'exposé pourquoi elles avaient intérêt à supprimer les États. Et puis, il y a aussi très probablement, je dirais, une idéologie derrière tout ça qui les imprègne. Monsieur Soros est très influencé par une idéologie qui est celle de Karl Popper, la société ouverte, Open Society. Il a d'ailleurs appelé sa fondation, qui a été dotée de plus de 2 milliards d'euros en 20 ans, Open Society. Une fondation qui prêche, je dirais, l'émancipation de l'homme à travers des actions comme la promotion de l'euthanasie, la promotion du cannabis, la promotion de l'immigration, le financement d'organisations qui poussent à l'entrée d'immigrés et à leur intégration dans la société occidentale. Tout un ensemble de choses. C'est une idéologie, je dirais, de gauche libertarienne qui imprègne très souvent un certain nombre de personnalités qui défendent le point de vue mondialiste. Donc il y a l'aspect économique, je vous en ai parlé dans l'exposé, et l'aspect idéologique. Nos élus sont-ils corrompus pour accepter de transférer nos pouvoirs ailleurs? Alors, je serais tenté de dire que oui, mais alors vous vous doutez bien que je n'ai pas les preuves, hein, je n'ai pas investigué, il y a des organisations évidemment qui le font, mais je pense qu'au-delà de la corruption, comme je vous l'ai dit durant l'exposé, il faut bien comprendre qu'en vidant nos États de leur substance, de leur force motrice qu'était l'industrie, nos États aujourd'hui sont condamnés à la dette et au déficit. Condamnés. Et donc, elles ne peuvent se passer de financements qui viennent de qui? Qui viennent des banques, des multinationales, c'est-à-dire les promoteurs du mondialisme. Donc le rapport de force naturel qui émane de ça fait que les élus qui représentent les États et qui ont besoin de se faire réélire ne peuvent pas prendre le risque de placer leur État en situation de faillite en refusant de se plier aux oukases de la superclasse mondiale qui peut lui dire écoute, hein, si tu ne veux pas faire ce que je dis, nous on fait flamber, on n'achète plus les bons du trésor que tu aimais, et puis tu vas devoir te financer, au lieu de te financer à moins 0,4 actuellement, ou je ne sais combien, tu vas te financer à 4 ou 5%, et puis évidemment, tu vas faire faillite. Donc, il est bien évident que le rapport de force actuel, comme je l'explique, tient lieu en quelque sorte déjà de corruption, et une très forte corruption, par rapport au risque que tout cela fait peser sur la survie immédiate de nos pays. Merci à tous, bonne soirée.